BFM Business, BFM Crypto, le club. Elon Musk qui précise quand même que le Dogecoin reste sa crypto favorite car elle a, dit-il, le meilleur humour. Bon, il a le meilleur humour aussi, il nous rejoint d'ailleurs quasiment chaque jour. Valentin Demey est avec nous. Bonjour Valentin. Je me rends compte que je pourrais jamais rivaliser avec vous Guillaume, mais bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Ça va, Cryptost? Vous êtes nos NFT, messieurs, nos talents non fongibles. Karl Toussaint Duvaste aussi nous rejoint. Bonjour Karl. Bonjour Guillaume. Peut-être qu'il a shorté Dogecoin, Elon Musk, à force de jouer avec les cours des cryptos. Il a peut-être annoncé ça pour shorter. Ah, effectivement. C'est possible. Il n'en est pas un retournement de veste près. Ouais. Karl Toussaint Duvaste, fondateur de formatcrypto.fr. Et Laurent Pignot avec nous depuis Zone Bourse. On part dans l'Ouest canadien. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Il est quelle heure chez vous Laurent là? Là, il est 8h30. 8h30 du matin. Et vous êtes déjà réveillé pour nous, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs sur BFM Business. Laurent Pignot, donc, depuis l'Ouest canadien pour analyser effectivement le potentiel des cryptos et les différents signaux techniques. Depuis le Canada, Laurent, vous repérez sur le Bitcoin des repères intéressants. Vous repérez des signaux intéressants, des seuils intéressants. On est actuellement à 26 360 $. Alors oui, effectivement, le Bitcoin perd un peu de terrain aujourd'hui, en baisse de plus de 3%. Alors cela fait quand même maintenant plus de 2 semaines que le Bitcoin gravite autour de cette zone comprise entre 26 000 et 27 000 $. Alors d'ailleurs, si on regarde l'activité directement sur le réseau Bitcoin grâce à l'analyse on-chain, on se rend compte que l'activité est plutôt molle, les volumes restent faibles. Typiquement, si on regarde les volumes de transfert de Bitcoin sur le réseau en lissant ces volumes sur une moyenne de 30 jours, on se retrouve sur les niveaux de fin d'année 2019, début d'année 2020, donc une période qui était relativement faible. Et pareillement, si on regarde le nombre d'adresses actives sur le réseau, donc les adresses qui ont envoyé ou reçu des bitcoins, on se retrouve sur les plus bas annuels en 2022. Donc sur cette métrique, il y a des niveaux comparables à ceux du début d'année 2020. Donc au final, voilà, ces éléments, cette période d'observation, d'attente des crypto-investisseurs en ce moment, qui se reflète au final dans le cours du Bitcoin ces 2 dernières semaines. Et de plus, en plus, ce contexte de négociation du plafond de la dette américaine n'arrange rien sur la visibilité des investisseurs sur les marchés et rajoute forcément une couche d'anxiété. Techniquement, pour l'instant, cette zone comprise entre 26 000 et 27 000 $ tient bon. À chaque fois que le Bitcoin a tenté des traversées plus bas autour du cours actuel du Bitcoin, justement, ça a toujours été défendu par les acheteurs ces 2 dernières semaines. Il va donc falloir surveiller ce support. Sinon, nous pourrions voir le Bitcoin partir vers le prochain support technique, justement, autour des 25 000 $. Et puis, dans l'autre sens, il faudra redépasser franchement les 28 500 $, puis les 30 000 $ pour redonner un élan d'optimisme pour les investisseurs et se relancer dans une dynamique haussière plus nette à court terme. Des seuils techniques qui ne constituent pas, on le rappelle à chaque fois, des conseils d'investissement. On parlait là de Bitcoin sur l'Ether. Quels sont les prochains seuils? On est sous les 1800 aujourd'hui sur l'Ether. Alors sur l'Ether, le schéma est similaire forcément. On se retrouve sur un support majeur autour des 1780, 1800 $, qui a repoussé les vendeurs ces 2 dernières semaines là aussi. Donc c'est une charnière importante à avoir en tête. Un dépassement de cette zone pourrait forcément ramener l'Ether sur le prochain support technique autour des 1700 $. Et puis dans l'autre sens, repasser dans une dynamique plus positive. Il faudrait revoir l'Ether rejoindre les 1900 $. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Donc depuis l'Ouest canadien, depuis les forêts profondes, Laurent Pignot et son appel aux auditeurs de BFM Business. Merci Laurent, depuis Zone Bourse. Valentin Demey avec nous aussi. Est-ce qu'on a des signaux, puisqu'on parlait du potentiel des différentes cryptos, est-ce qu'on a des signaux encourageants, en regardant d'autres métriques que celles dont nous parlait Laurent à l'instant? Est-ce qu'on a d'autres signaux plutôt prometteurs pour la suite, Valentin? Effectivement, c'est intéressant de regarder, en plus des signaux techniques, un peu la détention des actifs, qui détient quoi, à quel prix d'achat moyen, en l'occurrence du Bitcoin, puisque c'est celui qui, on le rappelle, drive un peu le marché des actifs numériques en général. Et effectivement, si on regarde un petit peu sur la période des 3 dernières années, et si on fait un zoom sur les 12 mois glissants, on peut s'apercevoir que les pertes réalisées sont en train d'arriver à un point de bascule, et peut-être que le marché des cryptos, Bitcoin pourrait retrouver un peu de vigueur et commencer son fameux rallye haussier. Si on regarde effectivement, c'est de l'analyse on-chain, et c'est, donc je viens de l'expliquer, c'est l'achat moyen des bitcoins, à quel prix et pourquoi. Lorsque la somme annuelle des profits réalisés de Bitcoin est supérieure, on est en rallye haussier. Lorsque c'est la somme des pertes qui sont supérieures, on est en rallye baissier. Et là, on voit qu'il y a une convergence en cours entre justement le point de rotation, entre les achats des gens qui sont en positif et ceux qui sont en négatif. Et ce point-là, c'est un cycle normalement de 6 mois
sur lequel c'est le point bas du marché et on devrait commencer à avoir une inversion sur le marché Bitcoin. C'est un poil complexe, c'est... Non, non, mais je vous voyais les yeux un petit peu interrogatifs. Alors vous les avez souvent, vos yeux interrogatifs, Guillaume, sur les actifs numériques, mais particulièrement aujourd'hui. L'article est sur crypto, c'est surtout des graphiques visuels, mais c'est amusant de voir qu'effectivement, on est sur un point, grosso modo, de bascule, de pivot entre le marché baissier et le marché haussier, du fait de la détention moyenne et du prix d'achat des bitcoins par les investisseurs ces derniers mois. Bon, et on rappelle d'investir en crypto, évidemment, seulement dans une optique de diversification pour ceux qui veulent le faire quand même, on le rappelle à chaque fois. On a cette question d'une auditrice, elle s'appelle Stéphanie, on va vous la proposer cette question, Karl. J'ai entendu, nous dit Stéphanie, j'ai entendu parler du Bitcoin Bubble Index. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le Bitcoin Bubble Index, c'est un indicateur, un index qui, comme sa définition pourrait le donner, qui définit si le Bitcoin est ou pas en situation de bubble. Finalement, le Bubble Index, on le retrouve sur n'importe quel secteur, n'importe quel classe actif. C'est un des nombreux indicateurs dans la finance qu'on peut avoir pour tester un marché sectoriel ou géographique. Le Bitcoin Bubble Index, c'est analyse plein de métriques financiers, les volumes, l'historique, la volatilité, le nombre de Bitcoin en l'occurrence sur le marché ou on va dire offline, c'est-à-dire sur les cold wallets, pour déterminer avec un algorithme si le marché est ou pas en situation de bulle. Je réponds très rapidement à Stéphanie. Voilà, ça c'était la réponse de définition. Le Bitcoin n'est absolument pas en marché de bulle. On n'a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur le marché. Il y a plus de la moitié des Bitcoins qui sont sur des cold wallets. Donc on est, pour rebondir sur ce que disait Valentin, clairement encore sur une zone d'attentisme là. On n'est pas reparti ni dans un sens ni dans l'autre, mais on est loin d'une situation de bulle. Si on était en situation de bulle, il y aurait soit énormément de volatilité sur le marché, ce qui n'est pas le cas depuis 6 mois. On a une oscillation qui finalement est assez faible par rapport aux habitudes dans les cryptos. Et puis une très grosse partie des bitcoins qui ne sont pas pour le moment sur le marché. Alors un clic pour les mettre, certes, mais pour l'instant ils sont offline. Donc ça laisse à penser clairement que le marché dans sa majorité est en attente. Et vous parliez des cold wallets, le plus fameux d'entre eux, le plus célèbre, il est français, Cocorico, c'est Ledger. Sauf qu'il y a une sacrée polémique autour de Ledger, si bien Valentin que Ledger fait machine arrière ou enfin voilà, Ledger doit s'adapter, répondre à cette polémique. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Quel pas en avant ou en arrière Ledger a choisi de faire? Oui, alors ça fait effectivement écho à cette problématique rencontrée la semaine dernière lorsque la communauté s'est aperçue qu'en prenant une option payante sur sa Ledger, on pouvait, pour faire très simple, avoir l'option mot de passe oublié. C'était toute la promesse de Ledger depuis toujours de dire que c'était impossible de récupérer sa clé privée si on la perdait. C'était une problématique pour certains, mais c'était quand même gage de sérieux et de qualité concernant le fait que personne ne pouvait accéder aux actifs qui étaient sur une Ledger. Pour aller chercher l'adoption, effectivement, Ledger a fait le pari de mettre cette option activable sur demande pour $10 par mois, qui permet de séparer, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, la clé, la seed phrase, c'est 24 mots en 3 parties. Et vous donnez un droit à l'oubli en fait. Vous avez le droit d'oublier votre mot de passe, mais en échange, vous acceptez que ce mot de passe soit divulgué et hébergé dans 3 entités différentes. Mis dans 3 entités différentes, effectivement, en étant chiffré, mais que quelqu'un d'autre puisse le retrouver pour vous. Donc c'était une option intéressante, mais qui a fait un peu débat. Donc effectivement, Pascal Gauthier, le CEO de Ledger, a annoncé hier faire marche arrière sur le lancement. Ça ne va pas se lancer tout de suite, et surtout, ça ne se lancera pas, et c'est très intéressant de voir cette approche-là, ça ne se lancera pas tant que le code n'aura pas été divulgué en open source. Donc tous les utilisateurs de Ledger vont pouvoir découvrir dans les prochaines semaines de manière open source, donc compréhensible de tous, comment fonctionnera Ledger Recovery pour s'assurer qu'il n'y ait pas de backdoor, pour rassurer la communauté. Et c'est vrai que c'était un reproche qui était fait à certaines parties de l'environnement Ledger. Tout n'était pas open source, c'était justifié par un besoin de sécurité. Certaines puces ne pouvaient pas être open source d'un point de vue sécuritaire. Eh bien, désormais, on s'approche de plus en plus vers ça. Donc, ça a été une erreur claire de communication les premiers jours. Maintenant, on est sur une compréhension de la peur, une explication auprès de la communauté des atouts et des risques. Et donc, le code sera open source. Et là, ça a été décalé. Donc, cette option arrivera dans les prochaines semaines au lieu d'arriver dans les prochains jours. C'est intéressant de voir Ledger s'adapter à cette demande de la communauté qui était légitime. Effectivement, et on a des questions, on reçoit aussi des questions. Xavier, avec cette annonce de Ledger et surtout sa proposition initiale, effectivement, d'accepter peut-être de diluer un peu la sécurité pour permettre aux utilisateurs de retrouver leur mot de passe même quand ils l'ont oublié. Est-ce que cette annonce initiale fragilise la promesse de Ledger? Est-ce que Ledger est encore une solution fiable et sûre, ou au contraire faut-il trouver et chercher d'autres alternatives? C'est cette question que nous envoie Xavier. Il y a plusieurs réponses pour Xavier. La première, c'est de lui rappeler
D'abord, il y a des alternatives. Si jamais Ledger lui fait peur, il n'y a pas que Ledger. Alors moi, je suis plutôt chauvin, il faut défendre nos entreprises françaises licornes, mais il n'y a pas que. Je pense à Coolbit, par exemple, qui est un format de cold wallet, format carte bancaire, qui n'a pas fait l'erreur de communication de proposer cette option payante. Mais pour revenir à la question de Xavier, le business model de Ledger, c'est d'assurer l'inviolabilité la plus forte possible de l'accessibilité à ces cryptos. Donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied. C'est ce que tu as dit, Valentin, c'est une erreur de communication vraiment étonnante, mais je continue avec beaucoup de conviction à penser que Ledger est une solution hyper sûre. Si toutefois Xavier ne l'est plus, il existe d'autres providers de cold wallet, comme j'ai cité Coolbit, mais il y en a plein d'autres. Et n'oubliez pas, il y a un grand paradoxe chez l'être humain, Guillaume. On a nos mots de passe sur Google qui sont enregistrés partout. Moi, je déverrouille mon téléphone avec mon empreinte digitale. On peut le faire avec ses yeux ou son visage et ça dérange personne. Et là, Ledger qui avait sa promesse de dire moi, je n'ai aucune connaissance de vos clés, mais tiens, je vous propose ce service payant sur option, ça fait toute une bronca. Je comprends l'erreur de com, mais n'oublions pas le paradoxe de l'être humain. Vous avez le choix. Vous avez le choix de les mettre sur des plateformes, des exchanges. Donc là, ils détiennent vos clés, de les détenir vous-même, et un acteur comme Ledger ou des concurrents proposent des alternatives payantes ou pas. Est-ce que mes cryptos sont à l'abri lorsqu'elles sont sur une clé type Ledger? La réponse est oui. Et si vous avez le moindre doute, ne prenez pas cette option et vous réglez votre problème. Attention, il ne faut jamais perdre son petit papier, parce qu'il n'y a pas de mot de passe oublié. Oui. Enfin, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, plutôt qu'un mot de passe, d'utiliser, je sais pas, la reconnaissance digitale, l'iris? On va y venir. Pourquoi Ledger ne le propose pas encore? On va y venir. Ledger ne le propose pas pour des questions de compatibilité technologique entre leurs clés actuellement, qui embarquent paradoxalement une technologie assez simple, finalement, et l'extraordinaire complexité de l'iris, ou même on a des technologies françaises qui utilisent le flux sanguin, une espèce d'ADN sanguin unique. Donc, pour rendre inviolable dans l'écosystème de la crypto, d'ailleurs, il y a la proof of person, c'est-à-dire pouvoir demain prouver à un ordinateur que vous êtes un être humain. Donc on va y venir. Ces mots de passe, ces mots vont disparaître dans quelques années au profit d'une iris ou d'un visage ou d'un flux sanguin. On parlait de Ledger. Il existe aussi bien sûr toujours de très très grandes plateformes, en l'occurrence centralisées. Et on pense notamment à Binance, la première d'entre elles. Jean-Paul nous écrit: en tant que bon client de Binance, j'ai reçu un mail, nous dit Jean-Paul, me présentant leur nouveau service Capital Connect. De quoi s'agit-il? Quel est votre avis? Donc Binance, première plateforme au monde, 130 millions d'utilisateurs grosso modo. Il y a quelques semaines, ils ont lancé Capital Connect. Donc c'est Catherine Chen qui est la responsable de la relation VIP des clients Binance. Il y a 9 niveaux pour être VIP. Alors ça va de 250 000 $ détenus en BNB pendant au moins 30 jours à plusieurs millions de dollars lorsque vous faites du trading. Donc c'est une toute petite frange des clients. À partir du moment où vous êtes VIP chez Binance, d'abord vous en êtes informé, et à ce moment-là, Binance propose à cet auditeur, ce spectateur, de rentrer à sa demande et gratuitement avec des gestionnaires de fonds, des gérants de fonds qui vont pouvoir gérer son trading ou son portefeuille de crypto. Donc c'est une mise en relation qui est opaque, c'est-à-dire qu'au départ, le client, lui, a accès, on va dire, aux professionnels qui proposent leur service. Il fait lui-même son choix, et s'il est d'accord, à ce moment-là, il est divulgué, il est montré à la société, il rentre en relation, il y a un KYC qui est mis en place, et à ce moment-là, ils entament leur relation. L'idée, évidemment, de Binance, c'est d'apporter un service de trading ou de gestion active d'un portefeuille pour que les trades se fassent sur la plateforme de Binance. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se professionnalise. Cet écosystème crypto qui était très Far West, où chacun le fait un peu dans son coin, parfois n'importe comment, parfois souvent même, et bien là se professionnalisent les pratiques habituelles de la finance telles que vous les traitez sur votre plateau, et bien maintenant elles arrivent progressivement, les services et le savoir-faire de gestion est proposé aux gros clients de Binance. Bon, et même la réglementation se professionnalise, on le voit avec Mika, et la finance décentralisée sera peut-être prochainement, à son tour et elle aussi, davantage réglementée. Les choses avancent, Valentin, pour la finance décentralisée, la DeFi, en matière de réglementation? En matière de réglementation, ça a été un grand débat et un grand micmac au moment justement de Market in Crypto Asset. Mika, vous le citiez, Guillaume, il y a quelques mois, on ne savait pas trop que faire de la finance décentralisée. On ne savait pas trop que faire des NFT. On savait que ça serait particulier, donc le régulateur a décidé d'exclure dans un premier temps du champ d'application des lois et des règlements ces deux parties. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de réglementation. Ça veut dire qu'il va y en avoir une spécifique. On la voit arriver gentiment avec les NFT. On voit que Sorare est beaucoup à l'initiative de ces réflexions. Et là, dans la finance décentralisée, c'est l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques, par la voix de Hugo Bordet, son responsable réglementaire, qui a sorti un rapport très intéressant qui fait un peu l'état des lieux de la finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Combien de milliards?
combien d'utilisateurs, quels enjeux, et qui propose justement 9 recommandations aux régulateurs pour se pencher sur les questions. Et si on regarde un petit peu justement cet état des lieux, on se rend compte que aujourd'hui, la finance décentralisée, c'est 50 milliards de dollars que ça représente dans les marchés de cette finance décentralisée, qui est une des plus grosses sous-catégories du Web3. Pour rappel, c'est environ 1800-2000 milliards l'entièreté des actifs numériques sur toutes les blockchains. 50 milliards, c'est l'un des usages de ces blockchains, qui est la finance décentralisée. Au plus haut, c'était il y a quelques mois 180 milliards. Donc ça a baissé il y a quelques années, 1 an maintenant, avec la baisse des cours. Mais c'était 2 milliards en 2020. Donc ça a vraiment augmenté beaucoup. En termes d'utilisateurs, on sait que c'est 700 000 personnes à peu près. Aujourd'hui, il y a 1 an, c'était 400 000. Donc on voit que l'adoption monte alors que le cours des cryptos baisse un peu. Donc forcément, c'est un bon signe pour l'adoption. Et donc, on voit un peu où est-ce qu'on est. Vous aviez reçu il y a quelques mois, pareil, peut-être 1 an maintenant, ça va vite, Mark Zeller, le cofondateur de AAV sur ce plateau, AAV qui est l'un des plus gros protocoles de la finance décentralisée. On commence à voir un peu les emplois que ça crée, comment ça peut aussi impacter la finance traditionnelle. On parle de chiffres qui sont dérisoires par rapport à l'iceberg qui est la finance traditionnelle, mais tout ce qui est tokenisation, et beaucoup de banquiers traditionnels nous parlent de cette tokenisation qui est mettre de la valeur du monde réel sur des blockchains. Ça, c'est fait partie de la finance décentralisée. JP Morgan s'y concentre énormément en ce moment. Et quand on regarde justement un peu les recommandations que fait la DAN, eh bien c'est vraiment de se pencher sur ce sujet en ayant une réglementation claire, définie et propre à ses actifs pour ne pas tuer l'innovation. Pour le coup, la France, et c'est pas qu'une posture, est vraiment en avance sur la finance décentralisée et n'a pas fait l'erreur de le mettre dans MiCA et de faire un fourre-tout. Donc faire attention sur ces points-là et surtout faire attention à la manière de les réguler. C'est une finance qui est transparente, donc elle permet de voir tout ce qui s'y passe. Il faut peut-être effectivement mettre certains filtres à certains endroits, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. C'est tout l'enjeu et c'est ce que propose la DAN donc dans ce rapport qui a été publié il y a quelques semaines, un cadre spécifique à la DeFi, au DAO qui gère ces protocoles et aux stablecoins. C'est quoi les échéances MiCA, on connaît la date d'entrée en application pour la finance décentralisée. Quelles sont les échéances réglementaires, là, les prochaines étapes Là, on est en plein dans les discussions. Ouais. Bon, effectivement, MiCA a été voté définitivement là, il y a 2 semaines. On sait que l'entrée en application de MiCA, c'est 2024-2025, c'est progressif. Et pour la finance décentralisée, les NFT, on est clairement en plein dedans. On est dans le brainstorming, là, pour l'instant. On est dans le brainstorming très avancé. Je pense que d'ici les toutes prochaines semaines, on aura des retours officiels de la part des régulateurs. Antoine nous écrit, la guerre que mènent aux États-Unis, en l'occurrence, pas en Europe, la SEC, le gendarme des marchés américains, cette guerre contre la cryptosphère, nous dit Antoine, peut-elle être une aubaine, en tout cas une occasion à saisir pour le marché? Quelles pourraient être les conséquences de ce qui se passe là-bas aux États-Unis? C'est drôle que vous posiez cette question, Guillaume, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Valentin. Le hasard, parce que c'est drôle d'imaginer ça quand on sait que les États-Unis, c'est le pays du business, pour faire simple, et de la finance. Et de la liberté. Ouais, et de la liberté. Et bien finalement, notre réglementation franco-européenne, ou européenne, disons, elle serait peut-être pas mal finalement. Et qu'est-ce que Benoît Juvigny, qui est le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, il y a quelques jours, a fait un communiqué de presse en s'adressant aux opérateurs de l'écosystème crypto américain, en leur disant, chers amis, si vous trouvez que c'est le flou, ce qui est le cas, c'est le flou. Le problème, c'est que la SEC n'est pas foutue de mettre un cadre précis. Coinbase est parti, on parle de milliers d'emplois, et donc Benoît Juvigny, et c'est très drôle qu'on se dise, tiens, c'est quand même le dindon de la farce que la France accueille les États-Unis. Benoît Juvigny dit, chers amis, venez en Europe, au moins ici le cadre est défini, et venez face au flou que vous avez sur votre marché américain. Je trouve ce pragmatisme français merveilleux pour une fois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est très bien. Moi qui n'étais pas un grand fan de la réglementation MiCA, finalement, elle a le mérite au moins d'être claire. Elle est un peu contraignante, mais elle est claire. Et finalement, devant ce flou aux États-Unis, eh bien, on le voit, les gros acteurs commencent à partir, et pourquoi pas récupérer de la valeur, récupérer de la tech, récupérer des cerveaux brillants, des capitaux qui pourraient venir s'installer en Europe. Il y a encore un gros acteur de l'écosystème qui a choisi Paris comme hub européen, en l'occurrence. Crypto.com, je crois. Ouais. Non, encore. Il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises, effectivement, qui a annoncé Crypto.com, c'était il y a quelques temps. Mais c'est vrai, ce que vous dites, Karl, est très intéressant, c'est qu'il y avait il y a quelques jours Yvan Delatour de la BPI sur ce plateau qui était très encourageant. Pareil. C'est quand même un écosystème qui représente 7000 emplois en France et uniquement en France aujourd'hui, le Web3. C'est 1,2 milliard d'investis ces 3 dernières années. C'est le rapport ADAN, KPMG, Ipsos sur le Web3 en France l'année dernière, dont sur ces 1,2 milliard, 75 millions par la BPI. Donc effectivement, on n'a pas encore tout à fait, c'est ce que j'ai coutume de dire, tous les milliards qu'ont les États-Unis. Par contre, on a un cadre réglementaire qui fera venir ces milliards. Et les différentes plateformes étrangères qui viennent s'installer à Paris le montrent, et les initiatives françaises qui se développent en France et qui partent à l'étranger
sont aussi une de ces incarnations. C'est ça formidable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous parliez de Ron DeSantis tout à l'heure sur le plateau, Guillaume. La Floride paye depuis 2-3 ans ses fonctionnaires en crypto, en bitcoin en l'occurrence, en tout cas pour partie. Ce jeune gouverneur républicain, s'il venait à gagner les élections, on peut imaginer qu'il serait, compte tenu de l'engouement qu'il y a en Floride, peut-être plus pro sur les cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto. Carl Toussaint Duvas pour formatcrypto.fr et Valentin Demey pour Crypto. Merci Guillaume. Salut messieurs, bonne soirée. Laurent Guillaume aussi était avec nous. Bon retour, bonne soirée. Dans un instant, la séance du jour en direct. Le CAC perd toujours 1,8%. On se retrouve après la pause. Vous pouvez pendant la pause, pourquoi pas consulter notre site BFM Bourse. Un article intéressant sur la star du jour sur le marché parisien. Un titre qui remonte la pente, c'est le cas de le dire. Compagnie des Alpes récupère aujourd'hui un peu plus de 5% après sa publication. La fréquentation des parcs et des stations Compagnie des Alpes augmente, figurez-vous. Article donc à consulter sur notre site BFM Bourse. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite.